Salut Gémile. Salut Théo. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Eh bien alors, quand j'ai su que j'avais une carte blanche à rédiger pour ce soir, mon cher Théo, le plus difficile a été de m'arrêter sur un sujet. J'aurais pu vous conter les joies du 18e, 19e et maintenant 20e 49.3 d'Elisabeth Borne, qui les enchaîne désormais plus vite que les démonstrations de mépris d'Emmanuel Macron. J'aurais pu aussi vous raconter ce moment incroyable où, semaine dernière, j'assistais au sauvetage par les pompiers de Paris d'une mamie tombée sur un trottoir à 1 mètre près d'un homme à la rue, manifestement exilé d'un pays du Sud, sans rien d'autre sur lui que son jean pour le protéger du froid mordant, abandonné à même le sol, sans aucun signe de vie, ni signe d'humanité autour de lui. Ou encore, j'aurais pu vous parler de mon week-end où, pour avoir osé m'émouvoir des bras tendus au rassemblement parisien en soutien, entre guillemets, au défunt Thomas, je me suis fait littéralement cyberharceler par des centaines. Tendus, Il y a eu des bras tendus, bien sûr. C'est bien ce qu'on imagine, c'est pas les gens qui tendent des bras d'amour. Pas d'amour, non, ou alors pas le bon, apparemment. Enfin, bref, on va pas commenter cela. Et donc, du coup, cyberharcelé par des centaines et centaines de personnes, m'envoyant près de 2000 messages sur Twitter en quelques heures d'insultes xénophobes personnalisées et menaces de mort caractérisées dans un contexte où la parole haineuse se libère, une sorte de MeToo raciste en quelque sorte, comme c'est mignon. Mais non, je vous parlerai pas de tout ça, car j'ai finalement fait un choix, Théophile, d'un thème moins anxiogène et plus rassembleur. Ah ben tant mieux. Et c'est quel thème, Gémile? La France visée par une procédure pour acte de torture sur un manifestant. C'est tout de suite plus zen, on va dire. Alors oui, j'ai menti, désolé, j'ai menti, c'est pas moins anxiogène, mais c'est bel et bien plus rassembleur. Qui n'a pas subi déjà la répression de l'État français au moins une fois ces dernières années? Entre le militant écolo gazé à bout portant, le manifestant ou la manifestante contre la réforme de retraite matraqué copieusement, le gilet jaune, en plus de tout ça, embastillé et hontément, et finalement tous les Françaises et Français qui, à intervalles réguliers, prennent des 49.3 antidémocratiques dans la tronche, le pouvoir macronien, teinté de pénisme à côté de l'intérieur, s'illustre comme répressif à tout ce qui lui barre la route ou simplement ose poser une question gênante. On a vu Macron choisir de ne plus vouloir répondre aux questions d'Edoui Plenel ou même d'Anne-Sophie Lapix, c'est pour vous dire le niveau d'intouchabilité et d'aisance de ce pouvoir. Mais ce soir, c'est un fait inédit que je souhaite sur lequel je souhaite m'arrêter. C'est Le Monde qui nous en informe ce matin, je cite, « Blessure d'un manifestant par un policier, la Convention européenne des droits de l'homme ouvre une procédure contre l'État français ». Et en quoi est-ce que cette procédure est inédite? Eh bien, il est vrai, Théophile, que depuis 2017, ce pouvoir nous a habitués à une sorte de série de premières fois, mais ça n'enlève rien à celle-ci. C'est donc la première fois que la France est visée au titre de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme pour, je cite, acte de torture ou traitement inhumain sur un manifestant. Il s'agit de Laurent Théron, un infirmier et syndicaliste Sud Santé, éborgné lors d'une manifestation contre la loi travail en 2016. En 2016, c'était donc avant Macron. C'était François Hollande. Effectivement, avant Macron, c'était en septembre 2016, quelques mois avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, qui n'était alors que le ministre de l'économie du président Hollande, tandis que le Gérald Darmanin de l'époque était un certain Bernard Cazeneuve. Exactement, celui-là même, qui était en poste à l'intérieur lors de la mort de Rémi Fraisse, ce militant écologiste opposé au barrage de Sivins, tu t'en souviens sans doute, et vous aussi, en 2014. Militant pacifique, mais tué par une grenade offensive de type OFF1, lancée par les forces de l'ordre, qui auront nié toute responsabilité pendant 9 ans. Oui, c'est en février dernier, cette année, que l'État a été enfin jugé responsable de la mort de Rémi et condamné à verser 28 000 € à sa famille, le prix d'une vie d'un jeune de 21 ans soucieux de l'avenir du vivant sur Terre. Pas cher. En somme, les présidents se suivent et se ressemblent, au moins sur un point, Théophile, celui de la répression des mouvements sociaux et contestataires. Et se ressemblent aussi sur les politiques socio-économiques menées, mais bon, entre Hollande et Macron, tel père, tel fils, tu me diras. Et on imagine que pour Laurent Théron, s'il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que la justice française n'a pas été en sa faveur. Tu imagines bien, effectivement, mais laisse-moi te contextualiser et vous contextualiser tout ça. Nous sommes donc le 15 septembre 2016 et comme beaucoup de monde à l'époque, Laurent, infirmier de 46 ans, participe à une manifestation tout à fait légalement pour exprimer son opposition à la loi dite loi El Khomri, du nom de la ministre qui, en échange d'un moment de gloire éphémère, a accepté de servir de ce cheval de Troie, un petit peu comme ça, comme une vulgaire passeuse de drogue à la frontière colombienne. Mais comme ça, Hollande, les mains propres, pouvait continuer à se dire de gauche, tu te souviens bien. Bref, Laurent, le syndicaliste, est place de la République à ce moment-là, les mains dans ses poches. C'est la fin de la manif, il se dirige vers chez lui, dans une rue adjacente, pour entrer donc chez lui. Et là, bim, il est touché par un éclat de grenade au visage. Je regarde dans le ciel, je vois un peu c'était criblé de palais qui lancent en l'air, là. C'est un peu cette trajectoire tournante. Et je me dis, mais combien ils en envoient? Et puis là, j'ai une explosion. J'entends une explosion très très forte.
Et puis une douleur, voilà, qui m'arrache le visage, l'œil. Après une opération en urgence, sous anesthésie générale, il porte plainte contre X, ce qui permet d'identifier l'agent de police autour du tir. Il s'agit d'un brigadier, chef de 49 ans, CRS depuis seulement 2 semaines à l'époque, n'ayant jamais reçu de formation au maintien de l'ordre, ni aucune habilitation à faire le tir qu'il pourtant fait de cette grenade qu'il a pourtant lancée ce jour-là. Alors, de plus, un tir qui, grâce à l'analyse de vidéos amateurs et de témoignages, a été effectué en cloche, en hauteur, ce qui est interdit, car hautement dangereux. Jusqu'ici, c'est le grand chelem, vous le voyez, pour ce policier et pour sa hiérarchie, que l'on rappelle très verticale dans la police, évidemment responsable de ses agents et des agissements de ces derniers. Le policier est donc renvoyé devant la cour d'assises de Paris pour violence volontaire ayant entraîné une infirmité permanente en décembre 2022. Oui, 6 ans plus tard, le temps de la justice est long, Théophile, enfin pas pour tout le monde, on le sait bien, où il reconnaîtra à ce moment-là que Laurent Théron, le syndicaliste, ne présentait, je le cite, aucune menace. Mais pour se défendre et justifier son tir, il affirme qu'il avait entendu à ce moment-là un bruit de verre cassé et qu'il s'était alors senti en situation de danger de mort imminent, ce qui viendrait justifier son tir de grenade, je cite, un peu au hasard, sans viser personne, ni l'infirmier, encore moins. Le parquet avait requis à ce moment-là 2 à 3 ans de prison avec sursis contre lui, tandis que l'avocat du policier estimait qu'une condamnation de son client reviendrait à, je cite, castrer tous les CRS de France. Quoi ? Oui, il l'avait déjà dit, oui. Avant même Macron et Naël, bien avant, la police, c'était le mot utilisé, la police était déjà dans le souhait d'une justice d'exception et même d'une volonté d'impunité claire et affichée. Alors que la cour d'assises avait reconnu que le policier, la cour d'assises l'avait reconnu bien exerçant des violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur Laurent Théron, que ce dernier ne présentait aucune menace des tirs du policier, des dires du policier lui-même, et que la trajectoire du tir était, comme je vous l'ai dit, interdite par la réglementation, la justice a estimé que le CRS n'était pas responsable pénalement. Et pourquoi ? Je vous donne en 1000, il aurait agi en légitime défense. Laurent Théron s'apprête à quitter la manifestation en 2016 lorsqu'il reçoit au visage un éclat de grenade de désencerclement qui le prive définitivement de son œil droit. Une grenade lancée par un brigadier dans des circonstances qui justifient son renvoi aux assises selon les juges d'instruction. Son groupe n'était ni assailli, ni encerclé, ni réellement pris à partie, estime-t-il. L'accusé aurait aussi agi de sa propre initiative et sans être habilité au maintien de l'ordre puisqu'il venait d'entrer chez les CRS. Lui a toujours soutenu que ce lancer était légitime. Son avocat, Laurent Franck-Liénard. 19 fonctionnaires de police, au même moment, disent qu'ils reçoivent des projectiles. Il y a eu, au moment du tir, une prise à partie des fonctionnaires qui a nécessité une réplique. Et le caractère inadmissible de cette blessure, on le comprend. Monsieur Théron, c'est bien la victime. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une victime qu'il y a un coupable. Ce n'est pas parce qu'il y a victime qu'il y a coupable, a osé alors l'avocat du policier après avoir brandi, toujours à ce moment-là, comme preuve irréfutable du caractère de légitime défense, que les 19 autres agents de son groupe tiennent tous la même version. C'est vrai que la police n'a jamais menti, ne ment jamais, et encore moins en réunion pour accorder ses violons avec un collègue dans le but simple de le protéger après avoir commis des dingueries. Non, jamais. Jamais, n'est-ce pas ? Bon, l'agent, vous n'avez aucun exemple à donner, donc apparemment jamais. L'agent ayant éborné Laurent Théron est donc acquitté, coupable, mais pas responsable. Une décision de justice qui, pour maître Lucie Simon, opère, je cite, alors un dangereux revirement de jurisprudence. Elle dit, elle admet, cette décision de justice, une nouvelle forme de légitime défense indiscriminée. En gros, un policier, dès lors qu'il juge être en danger, aurait le droit de tirer dans le tas et n'aurait aucun compte à rendre, couvert par ses collègues et sa hiérarchie, et manifestement la justice et la politique. Et oui, on le savait, les condamnations de policiers, elles sont extrêmement rares en France, même quand ils sont en faute visiblement. Et tu en connais quelque chose toi-même, Jémile ? Effectivement, oui, j'ai moi-même été blessé 4 fois en 4 ans à la tête dans le cadre de mon travail de journaliste. Une bonne moyenne, une fois par an depuis 2019, ça va. Les médecins m'ont dit que s'il y avait 2-3 mois, 4 mois max minimum d'entre 2 coups, ça va, ça passe. C'est pas très très grave, un coup de grenade, 3 mois d'attente et un coup de matraque, 3 mois, ça va. Et puis dans mon malheur, j'ai de la chance, des traumas crâniens, des dizaines de jours d'ITT, des douleurs et des cauchemars, mais pas d'œil crevé. Chouette. Pas de quoi se plaindre. C'est sans doute pour ça que l'agent de police responsable du tir de grenade qui m'a atteint à la tête l'été 2023 à Nantes a été lui aussi acquitté, coupable mais pas responsable. Lui aussi avait agi
dans un cadre de légitime défense, se sentant alors aussi en danger de mort imminent, comme l'intégralité de ses collègues présents à ce moment-là. Quel heureux hasard! Et ce, malgré les vidéos récupérées par les journalistes de Libération pour une enquête Check News à l'époque, qui accablait alors les forces de l'ordre et illustrait parfaitement mon innocence. J'étais là, je filmais, je travaillais en dehors de la manifestation et bim, c'est pas grave. Ce qui est drôle, c'est qu'après avoir été récupéré par les pompiers à ce moment-là, au milieu des gaz lacrymogènes et amené aux urgences pour me faire recoudre la tête, je découvre le motif de ma blessure, tomber à vélo. Rien ne va. Bref, à chaque fois, peu importe l'affaire, c'est la même musique réglée comme un coucou suisse. D'abord, négation des faits, puis confronté aux vidéos, eh bien, c'est légitime défense face à un risque de danger de mort imminent. Mot pour mot, et ça passe comme une lettre à la poste avant sa privatisation. Alors, en saisissant la Cour européenne des droits de l'homme, Laurent Théron, l'infirmier dont il est question ici, a donc fait une sorte d'appel. Il allait au-dessus pour espérer que quelque chose d'autre que l'État français lui donne raison. Alors, ce n'est pas tout à fait un appel, car dans cette procédure légale, face à un agent de police aux assises, c'est au parquet seul que revient le droit de faire ou non appel d'une décision de justice. Ce qu'il n'a pas fait, du coup, le parquet, rendant alors l'acquittement définitif. Voilà pourquoi l'infirmier, victime, a donc déposé une requête devant la CEDH, le 8 avril dernier, requête acceptée par cette dernière, estimant que le policier avait bien commis une infraction au titre de l'article 3, mais aussi qu'en ne faisant pas appel, c'est-à-dire, je cite, en renonçant à l'action pénale, elle viole la dite justice française, alors le principe même de l'article 3 sur son volet procédural, nous apprend donc ce matin Le Monde. Pour être clair, mon cher Théo, et les autres personnes autour de moi ce soir, et vous chez vous, on fait face ici, en réalité, vous l'avez compris, et puis en fait, vous l'avez compris à chaque cas qui passe devant nous, à un blocage institutionnel. C'est ce que déplore Maître Lucie Simon, que je cite une nouvelle fois. Même quand le policier est identifié, même quand il est renvoyé aux assises et qu'il est requis uniquement du sursis, il n'est pas sanctionné. La Cour européenne des droits de l'homme pourrait donc considérer que l'État n'a pas veillé à ce qu'un de ses agents soit sanctionné après avoir violé le droit européen, alors que l'État français a l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens procéduraux pour obtenir une peine. Alors que risque la France en dehors du discrédit qui la touche déjà par le fait même que cette procédure soit ouverte? C'est comme si implicitement la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, estimait que la France n'est pas capable d'administrer une justice crédible, et donc c'est un peu la transformer, en tout cas la dépeindre dans les atours d'un État un peu voyou quand même, mais bon, au-delà du vice d'image, qu'est-ce que la France risque concrètement si elle est condamnée ici? Alors rappelons déjà que des régimes autoritaires, comme par exemple la Turquie d'Erdogan, ont été condamnés, tombant alors sur le coup de cet fameux article 3. C'est-à-dire pour usage dangereux de grenades lacrymogènes et autres canons à eau, qui n'en contiennent pas tellement, enfin pas que, contre des manifestants. Alors, si la France est condamnée dans ce cadre-là, au terme d'une procédure qui peut aller de 2 à 3 ans, ce sera une décision qui visera l'usage non approprié des grenades de désencerclement, c'est ici le cas, qui s'imposerait alors dans le droit français. Et de plus, cette décision ferait alors jurisprudence dans les 46 États membres de la CEDH. C'est ce dernier point, selon moi, le plus intéressant, car on assiste en France depuis 2015, et la fameuse loi El Khomri, à une recrudescence de violence, de l'usage de la force, en fait, souvent disproportionnée, pour réprimer les oppositions politiques et syndicales, ainsi que la contestation sociale. Un mouvement de fond qui s'est accéléré avec la période Gilets jaunes, sous M. Macron, qui, nous l'avons tous vécu, ira crescendo dans le temps à chaque fois que des militants écolos, citoyens de quartiers précarisés ou opposants de gauche bougeront une oreille. Bim! Des violences policières et plus largement un schéma du maintien de l'ordre à la française, dénoncé ces dernières années par autant d'institutions, tu l'as un peu dit juste avant, internationales, d'importance, comme Amnesty ou l'ONU, mais aussi des pays comme la Norvège, le Luxembourg ou encore les États-Unis, tous exigeant du gouvernement macroniste de l'or d'y aller mollo sur la matraque et l'éborgnement de ses sujets, enfin je veux dire de ses administrés. Enfin, on pourrait dire de ses citoyens. De ses citoyens, c'est un gros mot, je sais. Oui, tout à fait. Ce que la France à quoi la France répondit à ce moment-là, fuck. Oui, c'est à peu près tout ce qu'elle a pu dire pour être concis et précis à la fois. Vous le voyez à l'écran. Et la réponse a été la même à chaque fois, pas de jaloux. Violence policière, répression des gilets jaunes, des manifestations en général, sauf celle des néo-nazis, là ça va, discrimination raciale et traitement des exilés, c'est le grand chelem à chaque fois pour le pays des Lumières, mais manifestement dépourvu d'ampoule. Et en attendant de retrouver du coup l'interrupteur pour interrompre ce cycle infernal de violence qui profite à un ordre politique toujours plus injuste pour toujours plus de Françaises et Français, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont été blessées, des centaines de milliers même si on compte les gaz lacrymaux, des mutilés à vie
par centaines dans notre pays, éborgnés, mains ou bras arrachés, testicules explosés, même des morts, faut le dire, les choses, faut les nommer, même des morts, pour n'avoir rien fait d'autre que de pratiquer le droit immuable en France de manifester. Il y a de la rancune, il y a de la colère, il y a le deuil de la vision, de l'œil droit qui a été à faire, il y a aussi un deuil esthétique. J'aimais bien mes yeux parce qu'ils sont marron noisette et ils changent de couleur selon l'intensité du soleil. Alors en attendant que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme se fasse, eh bien filmons tout, partout, tout le temps, dans le doute avec nos smartphones et continuons à dire, à faire savoir, à nous exprimer et à manifester librement, à danser encore comme le chante HK, car à l'instar de la liberté de la presse, nos libertés fondamentales ne s'usent que quand on ne s'en sert pas.